Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans l'actu débat de ce mardi 3 avril 2018. Nous recevons pour vous Idelphonse Akpaki, comme annoncé sur les réseaux sociaux. Idelphonse Akpaki est notre invité. Idelphonse Akpaki, il est directeur du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Idelphonse, bonjour. Bonjour Eli et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Eh bien, merci d'accepter notre invitation. Eh bien, Idelphonse Akpaki, rebonjour. Bonjour Eli. Eh bien, Idelphonse Akpaki, depuis le 23 mars dernier, à la reprise des travaux des pourparlers entre pouvoir et opposition, Jean-Pierre Favre et ses amis de la coalition ont fait une certaine concession, donc on l'appelle concession de taille. Et aujourd'hui, la grande question qui se pose est celle de la candidature de Faure Gnassingbé pour 2020. Et d'aucuns estiment que la République fonctionne très normalement et que Faure Gnassingbé ne souffre d'aucune illégalité pour ne pas être candidat en 2020. Je crois que... Tout d'abord, parlons de la République, oui. Je crois que, me fondant sur les termes de vos propos tout à l'heure, je peux accepter en tant que journaliste les propos des uns et des autres. D'ailleurs, je respecte les opinions des uns et des autres, mais je fais mon analyse par rapport à ce que je vis en tant que premier responsable d'un organe de presse, ce que je vis en tant que citoyen, ce que je vis en tant que journaliste. D'abord, quand on nous dit aujourd'hui que la République togolaise est au point, moi, me fondant sur un certain nombre de choses, je me dis que ce n'est pas vrai. Dans la mesure où, aujourd'hui, il y a un dialogue qui rassemble la classe politique togolaise, ce qui est synonyme de ce que la République togolaise est malade. La République est malade? La République est malade, sinon on n'aura pas cette foire. Cette foire au cours de laquelle les problèmes cruciaux dont souffre cette République-là sont en train d'être débattus. Même dans les grandes démocraties, il y a toujours le dialogue. Le dialogue reste un socle même du fonctionnement politique des pays. Oui, sauf que lorsque nous faisons la différence, c'est que dans un état normal où les choses vont normalement, il faut dialoguer. Mais là, il y a une crise. Même si on fait semblant de ne pas le dire, il y a une crise. Et cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait belle lurette. D'abord, avec ces nombreux accords qu'on a signés. Aujourd'hui, on en compte 27. Alors, si vous faites une analyse de ces 22 accords qui sont signés tout juste après des dialogues, vous devez vous rendre compte que c'est à l'issue de ces crises, surtout politiques récurrentes, qu'on organise les dialogues ponctués par des accords. Et donc, je vous dis que la République est malade, ça fait des années. Et j'ai toujours fait remarquer, même si on me dit que la responsabilité doit être partagée, j'ai toujours fait remarquer que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, s'ils veulent bien que l'État togolais, la République togolaise, redevienne une république normale, il y aura cette ouverture d'esprit, il y aura surtout ce que nous appelons la volonté politique. La volonté politique, nous ne la sentons pas tellement au niveau de ceux qui régentent l'État togolais. Après leur discours, vous verrez toujours qu'il y a de la volonté politique dans tous ces discours. Que valent les discours sans les actes? Les discours sont tout autres. Ce qui ressort, ce qu'on dit dans ces discours-là, est-ce qu'on les met en pratique? J'en prends juste un exemple. Ça fait des années, je peux même compter 5 ans, que le chef de l'État a l'adresse de la population souhaitait qu'il y ait des états généraux dans l'éducation et la santé. Des secteurs qui vont très mal aujourd'hui. Depuis
quelques années, ces deux secteurs clés de la vie togolaise sont en proie à des mouvements. Alors, je crois savoir que le diagnostic a été fait et que le chef de l'État, étant le premier responsable de la République togolaise, a pu se rendre à l'évidence que ces deux secteurs-là qui sont en proie, il faut tout faire pour essayer d'apporter à travers ces états généraux qu'on devait avoir des solutions idoines aux problèmes qui les minent. Alors, est-ce que ces propos du chef de l'État ont été mis en pratique jusqu'à aujourd'hui? Mais là où le bas blesse, et je dis que cette république est en danger, c'est que vous allez vous rendre compte que au fil des années, la crise dans ces deux secteurs s'accentue. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, avec ces exemples-là, bien palpables sur le terrain, me dire que la République va bien. On ne peut pas le dire. Donc vous diront que dans d'autres pays du monde, il y a également des grèves, il y a des mouvements d'humeur. Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez la population togolaise, elle est majoritairement jeune. Alors, faisons ce jeu-là. Au moins plus de 80% de la population est jeune. Prenons trois secteurs. Je prends d'abord l'éducation. Quand on lance des mouvements de grève dans l'éducation, du sud au nord, de l'est à l'ouest, est-ce que vous voyez cette jeunesse-là dans les rues? Nos frères et sœurs, élèves, écoliers, collégiens, lycéens. Vous les voyez? C'est là où vous devez vous rendre compte effectivement que dans ce secteur-là, il y a une prépondérance de ce que nous appelons la masse juvénile, la jeunesse. Ça, c'est l'éducation. Quand nous partons de l'éducation et que nous tombons au niveau de la société, dans la société togolaise, vous allez remarquer également que lorsque certaines sociétés d'État ont mis la clé sous le paillasson, ces sociétés d'État ont congédié un certain nombre de personnes. Quand vous les prenez, ces personnes sont majoritairement jeunes. C'est des jeunes. Wassem, Togoraï, Seko BTP sont de parfaites illustrations. Sont de très parfaites illustrations. Montre à suffisance que la jeunesse souffre. Alors, quand nous descendons de la société et que nous tombons au niveau de l'université du Togo, le centre du savoir, qui regorge de pas mal de jeunes, vous voyez comment les étudiants togolais sont également traités. Alors, tout cela pour vous dire que, à part ces trois secteurs, lorsque nous ajoutons le secteur de la santé, en omettant un tout petit peu cette histoire de la jeunesse, vous allez vous rendre compte que la République togolaise est malade. Malade profondément parce que hier, c'était des grèves d'humeur, des mouvements d'humeur. Mais lorsque dans un secteur comme la santé, il y a 7 ans, les mêmes doléances reviennent et que, à la fin, les acteurs de ce secteur-là durcissent le ton en disant il n'y aura plus de service minimum. Vous comprenez les dégâts que cela peut engendrer? Les dégâts, on les compte déjà. La semaine dernière, ou bien avant, on a parlé donc de décès des femmes enceintes. Alors, est-ce que l'État, cet État-là, cette République-là, elle vit normalement? Parce que la République doit vivre à travers les citoyens. Mais les médecins également ont promis donc protéger, sauver la vie de leurs concitoyens, si je parle du Togo. Oui, le serment de l'Hippocrate. Ce serment de l'Hippocrate ne peut être mis en valeur que lorsque
on se rend compte que les médecins, sinon le corps médical, a tout le matériel qu'il faut pour soigner et que devant cela, ils refusent. Mais dans le cas d'espèce, les hommes sont là, bien qualifiés. Mais ils disent, regardez l'état. Les conditions de travail. Regardez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous préférons refuser, ne plus travailler, ne plus soigner pour qu'on nous dise que nous n'avons pas participé au décès. Nous voulons ne pas le faire et laisser les gens mourir que de chercher à, je ne sais pas comment il faut le dire, de chercher un palliatif qui n'a même pas de sens. Vous ne pouvez pas me dire, quand nous comparons le CHU, qui est le centre de référence, nous ne pouvons pas comparer ce centre de référence à la clinique Biassa aujourd'hui, qui est une structure privée. Nous ne pouvons pas comparer le CHU à la clinique Hôtel des Lits, qui est une structure privée. Justement, Ildefonse Akpaki, certaines critiques estiment que cette situation profiterait beaucoup plus aux médecins qui sont également des propriétaires de cliniques. L'État pouvait sévir si l'État avait mis dans les conditions normales les médecins, surtout des centres publics. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a la charge. Quand vous prenez la constitution togolaise, vous lirez que l'État a l'obligation de... Alors, si l'État défaille, c'est la faute à l'État. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rendre au CHU pour vous faire prévaloir des analyses au scanner, alors que le CHU est le centre de référence. On ne comprend pas. Vous ne pouvez pas vous faire diagnostiquer d'un certain nombre de maux dont vous souffrez parce que certains appareils d'analyse sont en panne. Qu'est-ce que vous voulez que les médecins fassent dans ce genre de conditions? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent pas faire la magie. Autrement, vous faites allusion au sermon d'Hippocrate. Mais qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons aider les gens à passer de vie au trépas? Je ne parle même pas de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est que nous aurons la vie du patient pour lui dire, mais nous allons t'accompagner à mourir. Mais ici, c'est parce qu'il y a des moyens qui manquent cruellement. Et moi, je dis d'habitude que c'est faire cyniquement. Parce que je ne peux pas comprendre que, à côté des besoins sociaux que réclame la majorité des Togolais, qu'on aille chercher de l'argent pour faire autre chose. Je me rappelle qu'après le sommet sur la sécurité maritime, qui a coûté des milliards de francs, il y a eu un collectif budgétaire qui a pris en compte d'autres dépenses. Je me rappelle qu'on nous a parlé d'achat d'hélicoptères, pas d'hélicoptères médicalisés, de défense, tout comme si le Togo était en guerre. Je me rappelle également qu'avant ces rendez-vous, ces achats, on nous a dit que l'État a organisé ou était sur le point d'organiser une présidentielle en 2015. Et les partenaires en développement, les bailleurs de fonds et autres ont dit, nous allons vous aider à condition que vous respectez un certain nombre de transparence. Qu'est-ce que l'État togolais a dit? Si c'est ça, non. Nous allons organiser ces élections-là sur fonds propres. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, en sourdine, on est encore en train de préparer des élections locales, législatives. Et certains parlent même de référendum. Où trouve-t-on de l'argent
pour faire ce genre de choses et que ceux qui doivent normalement vous donner des suffrages lorsqu'ils sont malades et ils vont se faire soigner sont traités dans des conditions que je n'arrive même pas à qualifier. Vous voyez, ces genres de choses. Est-ce que l'État nous dira qu'il va emprunter de l'argent pour faire ça? Est-ce qu'on n'arrive pas à emprunter de l'argent pour subvenir aux besoins sociaux, pour équiper, du moins équiper le centre de référence pour que les citoyens se soignent comme cela se doit? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Où trouve-t-on de l'argent pour organiser des sommets, des dîners de gala, pour acheter des hélicoptères, pour organiser des élections? Où trouve-t-on de l'argent pour faire tout cela? Et qu'on n'arrive pas à trouver de l'argent pour subvenir aux besoins des populations, au moins en matière de santé. Vous avez vu le Niger, vous avez vu le Ghana, vous avez vu le Sénégal. Ce que ces trois États, pour ne citer que ces trois-là, ont déployé comme ressources financières pour doter leurs États de sanitaires ou bien d'infrastructures de santé. C'est parce que, justement, on le dit, la santé a du prix aux yeux de ces gouvernants-là. Et la sécurité sociale des populations de ces trois États dont je viens de citer le nom ont également du prix. Mais ici, lorsqu'on parle d'essayer d'échanger le matériel vétuste dans les centres de santé, et on refuse. À côté de cela, on annonce qu'en 2020, on veut bâtir un hôpital moderne. De référence. Mais il faut être cruel pour accepter cela. Cruel parce que... Parce que quoi? Aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs qui sont malades dans nos centres de santé. Des gens qui ont été programmés pour des opérations ponctuelles. Mais l'État n'a pas dit, jusqu'ici l'État n'a pas dit qu'il ne va pas quand même penser à rénover les existants. Je vais vous dire, je m'amusais la dernière fois sur un plateau, comme vous, en demandant à mon animateur, avec un de ses collègues qui avait déblayé le terrain, qui avait annoncé que ça fait 7 ans que les doléances étaient déposées sur la table du gouvernement. Seriez-vous un gouvernement responsable pour que, après 7 ans, qu'on parle des mêmes doléances? Vous êtes responsable, ça? 7 ans. Et durant ces 7 ans, à coup de milliards, je rappelle encore, vous avez organisé un grand sommet. Vous avez acheté des hélicoptères. Vous avez organisé des élections à côté des besoins sociaux. Le seul, soignez vos citoyens. Mettez-leur dans des conditions de soins normales. C'est tout ce que je dis. Ildefonse Akpaki, on apprend donc que cette semaine également, les enseignants seront en grève. Le Togo pris dans l'ouragan des crises politiques et sociales. Parlons politique. La concession de taille, c'est comme cela que qualifie cette concession que la C14 a accepté faire pour ce qui concerne le retour à l'originalité, à la version originelle de la C92. Vous, comment vous appréciez cette manière ou la nouvelle démarche de la C14? Non, moi je voulais renvoyer la balle plutôt à ceux qui demandent à l'opposition de mettre un peu d'eau dans son vin. Vous pensez qu'il l'a fait? Je crois que sur 47 articles modifiés depuis 2002, en passant par 2005, si aujourd'hui l'opposition togolaise est arrivée à dire, bien écoutez, ce que nous avons dit, nous savons qu'au cours d'un dialogue, il faut concéder et que sur les 47 articles, aujourd'hui, on demande que 5 soient restaurés, même si les 5 articles sont la base même, la substance, l'âme de la Constitution de 1992, je crois que ils ont posé un acte de taille qu'il faut saluer. Moi, je crois.
Eh bien, et les 5 dispositions objet de la réactualisation de la Constitution de 1992 sont entre autres les conditions d'éligibilité du président de la République, la limitation des mandats avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Et là, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Et pour certains, remettre donc ce bout de phrase éliminerait du coup le chef de l'État Faure Gnassingbé Gnassingbé. Voilà l'autre débat qui se pose aujourd'hui par rapport à la résolution de la crise sociopolitique du Togo. Ildefonse Akpaki, ma première question à vous sur ce sujet. Faure Gnassingbé pourrait-il être candidat en 2020? Alors, je réponds par cette phrase-là. Du feu, le général Gnassingbé Eyadema, qui s'avère être le papa de M. Faure Gnassingbé. Sans doute. Bien. Alors, en octobre 1992, dans une parution de Togo Presse, le chef de l'État, feu le général Eyadema, en conviant le peuple togolais à aller voter pour le référendum pour la Constitution de 1992 disait en substance, je le cite, oui. Le peuple est souverain. Nous n'avons pas le droit de nous imposer à lui. Fin de citation. Alors, à la manchette, c'est-à-dire à la une de Togo Presse de ce jour, il est écrit, je cite, « Le président Eyadema appelle les Togolais à faire table rase du passé et à se pardonner mutuellement, à voter massivement oui au référendum constitutionnel. » Fin de citation. Alors, votre question m'embarrasse un tout petit peu. Lorsque je me rends compte que aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de différence entre le RPT et UNIR. Pourquoi? Le RPT est un autre parti politique qui a été dissous. Aujourd'hui, nous avons UNIR. Vous me faites rire quand vous me dites que le RPT a été dissous. Vous vous rappelez très bien. Lorsque je me fonde sur la charte des partis politiques, il y a une disposition qui dit si effectivement le parti est dissous, les dispositions donnent la voie à suivre quant aux biens et aux legs du parti. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que les locaux du RPT ancien ne servent pas à unir aujourd'hui. J'en ai pour preuve le siège du RPT de Tocoin, comment on l'appelle, Foreva. Moi, j'ai vu. Je sais que UNIR a non seulement repeint le siège avec sa couleur blanc-bleu, mais ce siège sert encore à des rencontres. On nous a parlé entre-temps de groupes d'autodéfense. Mais moi, je ne vis pas loin de ce centre-là. Et je sais que par moments, ces pick-up blancs-là sortaient de là, venaient stationner de là. Et on voyait des gens cagoulés qui sortaient, qui rentraient, qui allaient, qui revenaient, qui mangeaient là. Mais Ildefonse Akpaki, les biens matériels du RPT ont été cédés à la fondation Gnassingbé Eyadema. Vous connaissez cette fondation? Tout compte fait, ceux qui ont animé le RPT, les méthodes du RPT, le système du RPT et tout ce que vous voulez sont restés les mêmes pour ce que vous appelez aussi UNIR. Maintenant, revenons à la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Je crois que pour une constitution, on ne peut pas la personnaliser. Voilà pourquoi je salue feu le général Eyadema qui a eu cette idée d'appeler les Togolais à voter oui pour la Constitution de 1992. Vous savez, on n'a jamais appris
Et on ne nous a jamais dit qu'il a été un névrosé. Il possédait tous ses sens avant de le dire, avant d'appeler les Togolais. Mais dis-moi, est-ce que ce bout de phrase, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, figurait dans l'ancienne constitution togolaise? Bien sûr. Et alors, pourquoi veut-on l'enlever? Vous savez, nous atteignons aujourd'hui 7 millions de Togolais. Le bon sens aurait voulu que, étant les fils et filles d'une même nation, nous serons à un moment appelés à compétir, à mettre sur la place publique et en valeur nos compétences. Et la loi demande à ce que, lorsque vous remplissez les conditions requises pour être présidentiable, que vous le fassiez pour un mandat de 5 ans. Si vous faites bien, la loi vous dit, vous aurez encore l'occasion de vous présenter pour une 2e fois. Mais diantre, vous ne reviendrez plus pour une 3e fois parce que vous n'êtes pas seul citoyen. Le Front National est dans son 3e mandat. Vous savez ce que Amadou Ampatepa disait par rapport à ces chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir comme des pipistrelles? Il disait, je cite, « Le pouvoir est hélas comme de l'alcool. Au premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second, c'est comme si on avait mangé du lion et on se sentait si fort parce qu'on se mettait dans la peau du lion et on n'accepte même plus être contesté. Ça, vous êtes au second verre. Et au 3e verre, Amadou Ampatepa disait, on est comme un cochon et on ne peut faire que des cochonneries. Fin de citation. C'est juste pour vous dire que vous pouvez beau être candidat, vous avez bien fait, pour un mandat de 5 ans, pour un 2e mandat de 5 ans, ce qui fait 10 ans, 10 ans à la tête d'une nation, vous aurez donné le meilleur de vous-même. Maintenant, cédez la place à d'autres citoyens. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui au Togo. Je renchéris avec cette prise de position du président du Niger, Mamadou Issoufou, qui disait, je cite, « On n'a pas besoin de faire un siècle à la tête d'un État pour faire du bien. » Fin de citation. Eh bien, Ildefonse Akpaki, votre analyse, ça c'est votre analyse, mais d'autres observateurs de la vie politique togolaise, tels que Dr Eke Gada, qui est un historien politologue, estime que le rejet de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition est irrationnel. À la lumière du droit, même l'intégration de la fameuse phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats » ne peut empêcher l'actuel chef d'État de briguer encore 2 autres mandats. Ce discours fondé sur des argumentaires populaires doit être laissé au placard afin d'éviter au Togo de tomber dans les travers. Vous savez, supposons un seul instant. Étant donné que nous sommes tous des mortels, supposons qu'il adviendrait que, mortels que nous sommes, le chef de l'État actuel décédait. On ira le ressusciter. Parce que c'est aussi une hypothèse qu'il faut avancer. La loi prévoit quand même, en cas de vacances de poste présidentielle. Sauf qu'au Togo, on a toujours tendance de tordre le cou à la loi. J'en ai pour preuve le MIC-MAC, le passe à passe de 2005 des officiers de l'armée togolaise qui se sont substitués à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du pouvoir et interdire à M. Fambaré Natchaba, à l'époque président de l'Assemblée nationale, de prendre l'intérim, d'assumer l'intérim comme la Constitution l'a recommandé en son article 65. C'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, je pose un problème réel, mortel que nous sommes. Si on se campe sur la candidature de M. Faure, qui a déjà fait ses expériences, il est dans son 3e mandat. Mais
moi, je ne voudrais pas me laisser influencer par des élucubrations des gens qui se disent docteurs, qui se disent juristes, et qui, dans leur raisonnement, essaient de... Mais c'est des raisonnements quand même qui portent essentiellement sur le droit. En 2002, toute la légalité est à l'avantage de Fournia Simbé d'ici. En 2002, lorsqu'on avait procédé à la modification de la Constitution, déjà en 2003, ça a été fait. Dans la même course, lorsque M. Gilchrist Olympio était candidat, vous savez ce que Togo Presse a mentionné par rapport à la candidature de M. Gilchrist Olympio? Et là, nous lisons la décision parue dans Togo Presse. Enfin, le principe de la rétroactivité de la loi constitutionnelle a été déjà consacré par la Cour constitutionnelle du Togo, voir décision numéro E-002-03 du 6 mai 2003. En effet, à l'approche de l'élection présidentielle du 1er juin 2003, l'Assemblée nationale du Togo a revisé les dispositions fondamentales de la Constitution le 31 décembre 2002. Plus précisément, le législateur constitutionnel a introduit à l'article 62 de la Constitution une condition restrictive de résidence non prévue par la Constitution de 1992. Le requérant, l'opposant Gilchrist Olympio, a soutenu que la condition de 12 mois introduite par la loi constitutionnelle du 31 décembre 2002 et entrée en vigueur dès le 1er janvier 2003 aurait dû être votée au plus tard le 29 mai 2002 et entrée 2002 afin de permettre à tout citoyen, quel soit l'endroit où il se trouverait, de se mettre en conformité avec la nouvelle disposition constitutionnelle. Fin de citation. C'est juste pour vous dire que juste la loi, cette loi-là, juste après son adoption, son vote, son adoption, elle a été mise immédiatement en application. On parle de l'immédiateté de la loi. C'est une loi générale, c'est une loi constitutionnelle. Mais j'ai toujours posé la question aux gens, est-ce que vous voulez nous enlever, vous voulez enlever dans la tête des 7 millions de Togolais que nous sommes, le fait que M. Fournia Simbé est dans son 3e mandat, et que lorsque on nous dira aujourd'hui de remettre ou bien de ramener la constitution togolaise qui dit, lorsque vous faites un premier mandat, vous faites bien, on vous renouvelle la confiance, vous ne reviendrez pas pour la 3e fois. C'est ce que la loi dit, c'est ce que la Constitution de 1992 dit. Mais lorsqu'on la ramènera, qui peut nous dire dans ce Togo-là que M. Fournia Simbé n'a pas fait plus de 2 mandats? Qu'est-ce que M. Fournia Simbé veut encore offrir aux Togolais qui n'a pas pu avoir le temps de faire il y a 13 ans? Qu'est-ce qu'il veut encore? Dites-moi. Veut-il pérenniser au pouvoir? Mourir au pouvoir? Si c'est ça, qu'il soit clair. Parce que depuis que le sujet de sa candidature pour une énième présentation ou représentation, tout ce que vous voulez, s'est posé, il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Contrairement à d'autres chefs d'État qui l'ont dit publiquement, je ne suis plus candidat parce que j'ai déjà fait demande. D'ailleurs, je lis dans certaines conclusions de la CEDEAO qu'il a d'ailleurs le privilège de présider, que ça sera chose faite dans les jours, peut-être dans les semaines ou bien dans les mois à venir, cette décision qui concernerait tous les 16 États de la CEDEAO que seuls 2 mandats. Vous finissez les 2 mandats, vous allez partir. Mais c'est de cela qu'il est question. Donnez la chance aux autres aussi de venir faire l'expérience pour que les populations apprécient. Mais c'est de ça
Mais aujourd'hui, on a l'impression d'être partagé entre un débat politique et un débat juridique. Mais quand beaucoup disent que le débat sur le débat juridique, le pouvoir l'emporte. Non. Le parti au pouvoir l'emporte. Vous ignorez qu'il y a quelque chose qu'on appelle la morale en politique. Est-ce qu'elle existe vraiment? Peut-être que ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique au Togo l'ont fait perdre aux gens. Parce que c'est eux qui doivent être les lanternes. La morale en politique. Et puis, mais, quand vous parlez d'une loi, quand vous parlez même des accords, c'est l'esprit et c'est la lettre. L'esprit du législateur togolais, du constitutionnaliste togolais, c'est que quand vous faites une expérience de 2 mandats, pliez bagage pour donner la chance aux autres. C'est l'esprit et la lettre. C'est ça. Mais pour une fois que le bon sens prévale et que la morale en politique, cette morale-là, qui aujourd'hui fait que certains États africains sont à l'abri de ce que nous vivons au Togo depuis des lustres, que cette morale intervienne au Togo également. Pour faire comprendre aux uns aux autres que mais vous ne pouvez pas seul faire ça. Il faut alterner. Ça dit que pourquoi il y a des examens? Pourquoi quand tu échoues 2 fois dans une classe, on te renvoie? Vous ne savez pas? Vous avez été à l'école, non? Bien sûr. Mais vous avez eu des collègues ou bien des amis qui ont échoué 1 fois, 2 fois. Et la 2e fois, qu'est-ce qu'on fait? Exclu. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous prenons des choses dans la vie facile, dans la vie terre à terre, que nous exposons dans tout ce que nous faisons. Mais la politique, elle est beaucoup plus compliquée que ces cours de classe que nous faisons. Je parle de la morale en politique. Et la morale en politique recommande à ce que nous sommes en train de dire là, soit. Eh bien, Ildefonse Akpaki, vous parlez de compétition. Certaines critiques ou certains observateurs pensent également que la candidature de Faure Gnassingbé ne doit pas être rejetée. Il appartient au peuple donc de lui accorder un 4e mandat ou pas à travers des élections libres et transparentes. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne vois pas pourquoi d'ores et déjà on pose le problème de la candidature de M. Faure Gnassingbé. C'est bien sûr l'opposition qui en parle. L'opposition peut en parler. Lorsqu'on voit les relents de la personne, lorsqu'on se rend compte que malgré qu'il ait fait déjà 3 mandats à la tête de l'État, il a encore envie de continuer. L'opposition peut en parler par rapport à la candidature, même s'il faut parler de la candidature d'un candidat à la présidentielle, c'est à la Cour constitutionnelle de décider. Et pourquoi l'opposition en fait débat aujourd'hui? L'opposition, à 2 ans même de cette présidentielle. L'opposition peut en faire. L'opposition est en train de tirer la sonnette d'alarme parce que l'opposition lit dans la démarche de l'actuel chef de l'État cette envie vorace de continuer, d'être encore candidat. Mais est-ce que vous avez fait d'ailleurs le bilan sur la mandature de M. Faure Gnassingbé? Les 13 ans de M. Faure Gnassingbé à la tête de l'État togolais. Institution vidées de leur substance, sinon inféodées au pouvoir qu'il a. Délabrement des infrastructures, je ne dirais même pas santé ou sanitaire, mais je dirais dans leur ensemble. Tout ce que nous avons comme infrastructure, que ce soit routière, que ce soit sanitaire, que ce soit... Jetez un coup d'œil. Mais au compte d'aucuns apprécient plutôt Faure Gnassingbé. Ceux qui doivent apprécier M. Faure Gnassingbé peuvent être dans ses alentours. Moi, en 2005, au décès du papa de Faure Gnassingbé, le feu général Gnassingbé Yadema, le Togo était dans une situation beaucoup plus délabrée qu'aujourd'hui. Non, sous le général Yadema, pas sous le général Yadema. On avait crié à l'époque, oui. Mais quand vous comparez le règne de feu le général Yadema, les 38 ans de M. Yadema, vous le comparez à ce que nous vivons depuis février 2005 jusqu'à aujourd'hui, mais on a comme l'impression qu'on est en enfer sur terre.
Vous regrettez le général Gnassingbé Yadima? Aujourd'hui, je le regrette, moi. Ah bon? Vous savez pourquoi? Lorsque je peins, et là je l'assume, je peins à noir le règne de M. Faure Gnassingbé, je mets la main d'abord sur ce que nous appelons impunité, dans tous les secteurs. Impunité. Et ce qui me dérange, c'est quand on sait très bien que c'est X qui a tiré sur Y. Et parce que X est proche du pouvoir, et on ne peut pas le punir. Au lieu de la punition, on essaie de grader cette personne-là. Donc ce qui veut dire que vous faites l'apologie de l'impunité. Il en est de même, et là c'est de l'assassinat dont je parle, il en est de même de ce détournement-là de deniers publics dans le secteur public. Vous avez vu ceux-là qui ont volé. Mais parce que c'est des gens qui sont proches du pouvoir, aussi qui sont dans le pouvoir, qui n'ont jamais été inquiétés. Des gens qui ont été directeurs des sociétés d'État, et dont ces sociétés d'État ont fait faillite, comme je l'avais dit, ont mis la clé sous le paillasson. Il n'y a jamais eu d'audit pour situer les responsabilités, voir qui sont les commanditaires, les acteurs, à qui a profité ça, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent là. Et au lieu qu'on essaie de corriger le tir en mettant le premier responsabilité devant ses responsabilités, qu'est-ce qu'on en fait? On le promeut, on l'affecte. Je me rappelle que le Fonds monétaire international, le FMI, avait fait pression sur l'État togolais pour qu'on change un ministre togolais qui avait mal géré. Et quand on l'avait démis de ses fonctions, aujourd'hui il a été promu et il est resté même dans l'État là. Vous ne pouvez pas diriger un État comme ça. Parce que c'est la gestion de la chose publique, a-t-on dit. Et qui parle de la gestion de la chose publique, parle de ce que toi qui es le premier responsable, non seulement tu dois rendre compte, mais servir. Vous voyez un chef d'État qui se met devant sa nation, son peuple, qui dit que c'est juste une minorité qui profite des richesses. Il revient, il vous dit, dans l'administration où lui-même, il est le premier responsable, il vient dire qu'on fait des surfacturations sans jamais mettre la main sur ceux-là qui volent. Puisque la surfacturation... C'est un courage à saluer quand même. Quel courage! Quel courage! Lorsque la Constitution vous donne tous les pouvoirs, vous venez, vous dénoncez au lieu de sévir, vous parlez de courage. Quand le chef de l'État dénonce, il appartient donc au service judiciaire de faire le travail. C'est qui est le premier magistrat? C'est qui? Constitutionnellement parlant, c'est le chef de l'État. Le premier magistrat, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour ceux-là qui font des surfacturations dans l'administration où il est le premier responsable? Il a reconnu qu'il y a des surfacturations qui sont faites. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour enrayer cela? Il a fait quoi? On a mis en place une commission de lutte contre la corruption. Qui a rendu rapport combien de fois? Qui a situé le peuple par rapport à ceux qui sont passibles ou bien ceux qui sont auteurs de ces surfacturations? Vous les connaissez, vous? Les enquêtes sont peut-être en cours. Sacré Togo, sacrée gouvernance au Togo. Idefos Akbaki, l'heure où l'avenir politique du Togo est en train d'être discuté à ce dialogue, en parlant abondamment, et quelles sont les concessions possibles aujourd'hui pour donner une suite favorable à ce dialogue? Je voudrais que ceux qui dirigent l'État togolais depuis des lustres, qui n'ont visiblement plus quelque chose à offrir et à faire aux Togolais, fassent mea culpa. Nous reconnaissons, et vous devez reconnaître avec moi. Est-ce là une concession? Non, j'en viens. Ok, allez-y. Vous devez reconnaître avec moi que il y a eu beaucoup de torts. Que ceux qui ont commis des torts reconnaissent qu'ils ont commis des torts. Qui fassent humblement le mea culpa. On a tué, on a volé, on a de gré ou de force envoyé des gens en exil.
On a rendu malade à vie des gens. Ceux qui ont fait ça sont connus pour la plupart de ce peuple-là. Voilà pourquoi je dis, mais il est temps qu'ils reconnaissent de leur côté qu'à un moment donné, ils ont failli. Et que de l'autre, les garanties possibles leur soient accordées. Vous parlez de l'opposition. Oui, parce que nous voulons que le Togo retrouve ses lettres de noblesse et que vous et moi, nous puissions vivre dans une parfaite harmonie. Je ne comprends pas pourquoi dans un État où les premiers gouvernants se mettent à dire il y a la paix, il y a l'unité nationale, il y a la concorde, que dans ce même État-là, ceux-là qui tiennent ce langage-là sont les premiers à demander aux forces de l'ordre d'arrêter des militants, des formations politiques de l'opposition qui portent juste des t-shirts à l'effigie de leur parti politique. Et pourtant, ces partis politiques sont légalement constitués et reconnus par le même État. On ne peut pas vivre comme ça dans un État. Juste un t-shirt, vous ne pouvez pas franchir. Vous parlez de nation, ça. Vous, décideurs. Dans l'administration togolaise, si vous n'êtes pas inféodé au pouvoir, vous ne pouvez pas obtenir de l'emploi. Vous parlez d'État, ça. Vous parlez de nation. Vous parlez de république. C'est pas possible. Vous avez vu ceux qui ont grévé pour revendiquer leurs droits ont été fait quoi? Certains ont été virés. D'autres ont reçu des affectations punitives. Et pourtant, lorsque vous prenez la loi fondamentale togolaise, on vous dit, vous pouvez adhérer à la formation politique de votre choix. Je salue en passant l'État béninois, parce que moi j'ai fait l'expérience pendant 4 ans. J'ai vu dans l'administration béninoise comment pouvoir militant de l'opposition et militant du pouvoir se côtoient. Là aussi, on dénonce quand même du clientélisme politique là-bas. Le clientélisme politique peut naître. Mais là, je parle de faits réels. Je parle et je mets la différence entre la gouvernance béninoise et la gouvernance togolaise. Je dis, le citoyen togolais, constitutionnellement parlant, a le droit d'adhérer à la formation politique de son choix. Et l'État n'a pas le droit de dire, tu ne peux pas porter ça pour passer là. Vous savez ce dont je parle. J'ai vu comment les militants du PNP et des autres formations politiques ont été copieusement matraqués, dispersés, réprimés. C'est devant mes yeux que ça s'est passé. Je vois comment, pour avoir de l'emploi, si vous ne possédez pas la carte de membre du pouvoir, du parti au pouvoir, vous ne pouvez pas. J'ai vu par le passé comment, lorsqu'il est question de donner l'aide de l'État à la presse, des journaux privés qu'on mettait de côté, on dit, mais attends, nous allons vous donner l'argent, là, vous allez écrire contre nous. On est dans une république, vous savez, ça là, en ressassant tout ça là, vous pensez? Mais des fois, ça paquet, toutes ces insuffisances de fonctionnement que vous relevez peuvent être donc réglées avec les deux camps, en les mettant ensemble. On parle même d'ailleurs d'un gouvernement de transition ou d'un gouvernement de collaboration ou d'un gouvernement de large ouverture à l'issue de ce dialogue. Moi, j'ai toujours dit une chose. Et je le dis avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Oui. Sur ma personne, nous ne pourrons jamais parler au Togo et avoir gain de cause, politiquement parlant, si on ne met pas la main sur l'armée, on ne l'invite pas. Quand vous parcourez l'histoire du Togo, vous allez trouver que l'armée a fait trop de gaffes. La place de l'armée est donc indispensable à ce dialogue. Je vais vous rappeler 3 faits. Très rapidement. En 2005, au lieu de la Cour constitutionnelle, l'armée
a fait quoi? L'armée a marché normalement sur la Constitution, a constaté la vacance du pouvoir, ce qui n'est pas de son ressort, et a confié le pouvoir à qui elle veut. Premier exemple. Le deuxième exemple, le Haut Conseil de la République à l'époque a été pris en otage. Qui sont ceux qui ont donné l'ordre de faire sortir les chars, les pick-up, de faire sortir les armes lourdes pour encercler et prendre en otage, pas des Ghanéens, mais des citoyens togolais qui veulent que ça marche. C'est l'armée. Alors le troisième exemple, lorsque vous prenez la loi électorale, en son article 133, la loi électorale punit toute personne qu'il soit militaire, agent de sécurité, agent, simple individu, qui viendrait prendre une urne dont le suffrage n'est pas encore compté, doit être passible d'emprisonnement de 2 à 5 ans, suivi de quoi? D'un amendement. Mais on a vu dans ce pays l'armée, des militaires qui ont volé des urnes. Oui, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, la transition, gouvernement d'union nationale... Je ne suis pas un homme politique, mais je fais remarquer que tout ça là ne peut advenir que lorsqu'on aura à parler entre politiques, qu'on essaie de faire venir les premiers responsables de l'armée pour leur faire part d'un certain nombre de choses. Donc, aucune concession n'est possible aujourd'hui sans l'armée. Vous avez vu les actes que j'ai ressassés tout à l'heure? Bien sûr. Bien. Si vous l'avez vu, ou si vous les avez remarqués, si vous les avez notés, sachez que tant qu'il y aurait un gouvernement, quel que soit le qualificatif que vous le donnez, qui sont ceux qui auront pour mission de protéger, de sécuriser ceux qui auront cette feuille de route, hein, de les mettre en pratique? C'est qui? Eh bien, l'interrogation reste toujours d'actualité. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, et merci d'avoir accepté de débattre de tous ces sujets qui animent l'actualité sociopolitique du pays avec nous. Merci. Merci à toi. Merci également à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide pour l'assistance technique. Au micro, Elie Plim, Goka, Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.